Europe 1 Info, 13h-15h, Clélie Mathias. Bienvenue sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup pour votre écoute. Les chiffres d'audience de la radio ont été publiés aujourd'hui par Médiamétrie. Vous êtes plus de 2 600 000 à faire partie de la grande famille Europe 1 et écouter votre radio préférée tous les jours. Alors merci à toutes et à tous d'être aussi nombreuses et nombreux. Merci de tout cœur pour votre fidélité et votre confiance. C'est un grand bonheur de vous retrouver tous les jours. C'est l'heure maintenant de retrouver les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Dans une demi-heure, je recevrai Mathieu Vallet, eurodéputé et porte-parole du Rassemblement national. Mais avant, c'est Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine et ancienne porte-parole du gouvernement, qui est avec moi. Bonjour Madame Thévenot. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Sur le 1er mai et cette recul du gouvernement, qu'est-ce que vous dénoncez? Le manque du courage de l'exécutif? Le manque d'anticipation. Le manque d'anticipation, puisque c'est faux de laisser croire ou de laisser entendre que la loi, on la découvre maintenant. Ça fait un an, plus d'un an qu'on en parle, plus d'un an que c'est sur le bureau de la procédure législative. Et puis d'ailleurs même, il y a un an, au 1er mai, sur vos plateaux et d'autres plateaux d'ailleurs, il y avait un certain nombre de commentaires pour décrire les situations absurdes que peuvent vivre des boulangers ou des fleuristes. Et donc les consultations, c'est bien. Mais les consultations, ça s'anticipe pour éclairer une décision. Et donc, il y avait un an pour pouvoir organiser ces consultations, plutôt que de les déclencher à la hâte, la veille d'une commission mixte paritaire qui poursuivait un processus législatif d'un texte qui est attendu par de nombreux artisans de notre pays. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, regrette elle aussi ce manque de concertation qui est arrivé beaucoup trop tardivement. Mais comment vous l'expliquez alors que Sébastien Lecornu, quand il est arrivé à Matignon, a lui-même dit « Je serai le président de la concertation et de la consultation et du dialogue avec les partis et les organisations ». Donc pourquoi il n'a pas appliqué cette méthode-là pour le 1er mai? Comment est-ce que vous avez un début d'explication? Je le redis encore une fois, pour moi c'est un manque d'anticipation. Est-ce qu'il faut pouvoir consulter? Est-ce qu'il faut pouvoir dialoguer? Est-ce qu'il faut pouvoir laisser leur juste place au corps intermédiaire dans notre pays? Oui. D'ailleurs, je fais partie de celles et ceux qui disent qu'aujourd'hui, le pouvoir est beaucoup trop vertical. Mais tout ça, ça s'organise, ça se prépare. Et encore moins être dans une démarche où finalement la consultation, elle remplace la décision. Elle est là pour l'éclairer, jamais pour la remplacer. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est à quelques semaines du 1er mai et on a des boulangers, des artisans, des fleuristes qui ne savent pas comment organiser leur planning pour une date importante sur laquelle ils vont être encore dans un flou artistique et juridique absurde, inconcevable. Mais Prisca Thévenot, je vous repose la question, mais un peu différemment. On essaye de comprendre. Mais voilà, vous dites manque d'anticipation. Mais on l'a vu venir quand même, texte. On est bien d'accord, ça fait un an qu'il est dans les... Donc est-ce que c'est un manque d'anticipation réellement ou est-ce que c'est par idéologie? C'est-à-dire que le gouvernement a refusé, par exemple, d'ouvrir le dialogue avec la droite ou le Rassemblement national qui, eux, y étaient favorables et qu'ils ont préféré, on va dire, céder à la gauche qui était farouchement opposée à ce texte? Vous avez raison. Donc je vais vous le dire assez simplement. Il faut... un moment, arrêter de passer de renoncement en renoncement simplement pour satisfaire Olivier Faure. Ça suffit en fait. Précisément, nous avons aujourd'hui un gouvernement pluriel, divers, avec différentes personnalités de familles politiques différentes. On le sait, ça s'appelle le fameux socle commun. C'était précisément pour éviter d'avoir cette gauche qui fuit, qui part en avant sur un certain nombre de sujets, sur les impôts, sur les services publics à revoir, mais de façon extrêmement incohérente, et puis sur cette façon de toujours considérer qu'il y aurait des batailles idéologiques qui sont complètement déconnectées du terrain, qui feraient avancer le pays. On y est. Sur le budget, c'était la même histoire. On a eu le sujet sur l'apprentissage, on a eu le sujet sur le Crous, on a eu le sujet, souvenez-vous, de la réforme des retraites. Et là, on a le sujet sur le 1er mai. On ne peut pas gouverner en tremblant devant Olivier Faure. Notre pays a besoin de réformes, a besoin de consultations qui éclairent ces réformes, mais qui ne servent pas d'alibi pour nous plonger dans l'immobilisme. Plus que jamais, au regard de la situation internationale, de la situation européenne et des incidences que cela a sur le quotidien des Français, est-ce qu'on peut se payer le luxe d'avoir peur d'Olivier Faure toute la journée? Non, on doit pouvoir avancer, faire des réformes ambitieuses pour notre pays. Et donc oui, ça veut dire que de temps en temps... Mais on peut parler. Mais parler, c'est pas une décision en soi. Une fois qu'on n'a pas... La consultation, c'est pas une fin en soi. Ça sert à éclairer une décision, mais ça ne doit pas la remplacer.
Et pour que ce principe de consultation et d'échange puisse exister pleinement, il s'anticipe et il se regarde. Mais si on a peur à chaque fois de la fausse menace d'Olivier Faure, de la censure, excusez-moi, on ne fait plus rien. Vous avez vu, Prisca Thévenot, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a dénoncé ce recul en disant Olivier Faure est le véritable Premier ministre. Et écoutez Sébastien Chenu, député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale, qui a vivement, encore une fois, critiqué l'impuissance du gouvernement sur le travail du 1er mai. Il était sur CNews et Europe 1 ce matin au micro de Laurence Ferrari. Quand je vois que le gouvernement recule, cède, est en échec sur sa propre proposition, car la proposition, elle venait de Gabriel Attal. Donc en fait, le gouvernement recule sur ses propres idées. Je me dis, mais quand même, tout ça pour ça, quelle impuissance ce gouvernement. Je veux dire que M. Lecornu laisse la place à Olivier Faure directement, puisque c'est Olivier Faure qui dicte les textes qui doivent être soumis au vote de la représentation nationale ou qui doivent être retirés. Enfin, sincèrement, quelle impuissance. C'est des nuls. Ils font marche arrière. Il a peur de son ombre, le pauvre Lecornu. Prisca Thévenot. Il a peur de son ombre, le pauvre Lecornu. On en est arrivé à ce que je dis tout à l'heure. Plonger le pays dans l'immobilisme, c'est le meilleur moyen de paver le chemin du Rassemblement national pour l'année prochaine. En fait, ce qui s'est passé là, c'est un exemple sur le 1er mai. Ça va se passer encore là, pendant la dernière année qui nous reste. Il ne faut pas que ce soit en tout cas une règle. Il ne faut pas que ce soit une habitude. Et moi, c'est mon petit sujet. C'est que on a eu déjà le sujet sur le budget, où effectivement, il y avait un risque d'instabilité politique, auquel, Monsieur Chenu et sa bande à l'Assemblée nationale tenaient la main à Monsieur Mélenchon et sa bande de l'autre côté. Soyons pas dupes non plus de ce qui se passe du côté du Rassemblement national. Donc on a eu le sujet sur le budget, avec un certain nombre de sujets, notamment la réforme des retraites, notamment le sujet du Crous, notamment le sujet de l'apprentissage. Et là, on l'a à nouveau sur le 1er mai. Il faut vraiment que ça ne devienne pas une habitude. Encore une fois, Olivier Faure n'est pas Matignon et Olivier Faure on n'a pas à courber les chines devant les tentatives de menaces ou de coups de pression d'un parti socialiste complètement vassalisé à Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Alors, autre sujet, mais qui est lié également, les ZFE. Est-ce que là, le gouvernement est vassal du Rassemblement national? Je vais essayer de faire simple, vous m'arrêtez si je me trompe, on va essayer d'être pédagogue. Et Dieu sait que c'est compliqué, ce qui va se passer. Donc voilà, il y a ce projet de loi de simplification de la vie économique qui est un texte par ailleurs qui est assez consensuel parce qu'il y a des besoins et c'est assez nécessaire de simplifier la vie économique, notamment pour des patrons et l'entreprise. À l'intérieur de ce texte, il y a les ZFE qui ont été donc refusés par le Parlement à 4 reprises, je crois, si mon décompte est exact. Le gouvernement, qui tenait beaucoup à ces ZFE, a trouvé une sorte de parade en disant « Eh bien, on va mettre un amendement qui rend ces ZFE non obligatoires, c'est-à-dire que ce sera aux maires, aux métropoles, aux communes de décider si oui et non elles mettent des ZFE en place ou alors si elles les suppriment pour les villes dans lesquelles a été le cas. » Ce qui va se passer là, c'est que le RN a décidé qu'il allait voter contre cet amendement. Ils ne veulent pas des ZFE. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'on va se priver d'un texte nécessaire sur la simplification de la vie économique parce qu'à l'intérieur, il y a cet amendement. D'où l'incohérence que je soulignais tout à l'heure. J'essaie d'expliquer. Mais vous avez bien expliqué. D'où l'incohérence que je soulignais tout à l'heure de M. Chenu, qui se délecte effectivement des atermoiements et des consultations à non plus finir, mais qui, dès qu'il y a des actions qui sont possibles à l'Assemblée nationale, se rue des deux mains pour s'y opposer. Le sujet des ZFE est très clair. C'est de dire, en fait, on va laisser de la liberté, on va donner de la souplesse, de la liberté aux communes, et donc à des gens qui sont quand même des élus locaux de terrain, des acteurs quand même politiques parmi les préférés des Français, décider ce qui est bon. On va pas me dire aujourd'hui que les maires ne savent pas décider. C'est pas possible. C'était pas ce que voulait à l'origine le gouvernement. Là, c'est une parade qui a été trouvée. C'est pas une parade. C'est juste aussi écouter ce que veut le terrain et ce qui est remonté. Encore une fois, je pense que là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ensuite, si on dézoome un peu sur ce texte, le texte est devenu le texte simplification qui a maintenant, je crois, 2 ans. Oui, ça fait longtemps que c'est. Oui, mais on en oublie qu'en fait, c'était censé être un texte de simplification. Et c'est en train de devenir un texte ZFE. Et donc là aussi, il y a un problème, parce que la simplification, vous savez, dénormer, arrêter la surnorme, c'est quelque chose qui est quand même attendu, dont on parle énormément sur différents plateaux, sur le terrain, etc., les entrepreneurs. Et au final, on en est réduit à dire, en fait, ça sera un totem, les ZFE ou pas ZFE. Est-ce que c'est bien sérieux? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 1 an encore pour agir avant la prochaine élection présidentielle. C'est pas 1 an pour rien.
Mais justement, doit être est-ce un que an c'est pas d'action. une autre preuve supplémentaire, donc, Prisca on doit Thévenot, que arrêter. le gouvernement est pieds et poings liés Mais d'un il côté n'a comme pas- de l'autre? Il n'a pas à l'être, je reprends. Eh oui, peut-être, mais on le voit qu'il Il n'y n'a arrive pas pas. à l'être. Il n'a pas, d'une, à courber les chines en permanence devant Olivier Faure, et de deux, à avoir peur de l'éventuel mal à la tête de Marine Le Pen. C'est pas ça. Il y a toute une partie de l'hémicycle qui est là pour travailler, sur lesquels, normalement, il peut compter. Nous sommes disposés à avancer, mais pas en permanence en nous disant « écrivez ce que veut Olivier Faure » ou « n'écrivez pas ce que Marine Le Pen rejette ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Écoutez Alexis Brézet, signature Europe 1, directeur de la rédaction du Figaro, sur la soumission du gouvernement à la gauche, comme il dit. Il était sur Europe 1 ce matin. Depuis qu'il a sacrifié la réforme des retraites sur l'autel du budget 2026, Sébastien Lecornu est condamné à refaire toujours le même calcul. On l'a vu hier sur cette affaire du 1er mai, on devrait le revoir aujourd'hui avec ces ZFE que le gouvernement, pour complaire à la gauche, s'acharne à vouloir rétablir après avoir promis de les supprimer. On le verra sans doute sur la réforme de l'assurance chômage ou sur la création de l'allocation sociale unique dont la gauche ne veut pas entendre parler. La survie politique du gouvernement, c'est logique, a un prix. Le seul problème, c'est que ce prix, c'est la France qui le paie. Oui. Ça veut dire quoi, de l'immobilisme? On ne Prisca peut Thévenot. pas. Moi, c'est ça qui me, Oui, mais comment faire? Alors. oui, c'est. On ne peut pas accepter que ce côté de reculer en permanence et de courber les chines devant la moindre fausse menace, en plus, fausse menace, soit un prétexte pour consulter sans fin et donc plonger le pays dans l'immobilisme. Je le redis. Donc nous continuerons à nous mobiliser au sein de ma famille politique pour continuer à faire ce avancer. gouvernement, c'est aussi votre famille politique. Oui, mais mais vous voyez bien qu'on n'est pas d'accord sur le 1er mai. Vous voyez bien qu'on n'était pas d'accord sur la réforme des retraites, et pourtant on a avancé, on a accompagné, parce qu'on avait d'autres propositions. Là, nous, ce qu'on dit, et on le redit encore, c'est là, sur un sujet comme ça, quelle est l'autre proposition sur le sujet du 1er mai? Parce qu'en fait, on a, encore une fois, c'est pas simplement nous, en tant que députés Renaissance, c'est les fleuristes, les boulangers qui attendent. On leur dit quoi? Et donc moi, j'ai dit ce matin, on avait monsieur Farandou, le ministre Farandou, en réunion de groupe ce matin. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez au moins vous engager, je ne sais pas comment ça peut s'organiser, à ce qu'il n'y ait pas des amendes pour ces femmes et ces hommes qui veulent juste travailler. Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine et ancienne porte-parole du gouvernement, est l'invitée des grands entretiens d'Europe 1 Info. On continue, on marque juste une très courte pause. N'est-ce pas, Géraldine? Exactement. Excellent après-midi. Vous écoutez Clélie Mathias, 14h16 sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. 13h, 15h, Europe 1 Info. Et la suite des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info, c'est avec vous, Clélie Mathias. C'est votre première invitée, Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine et ancienne porte-parole du gouvernement. Alors, autre texte qui passe devant les députés cette semaine et qui promet aussi de longs et houleux débats, c'est la proposition de loi du député de vos rangs d'ailleurs, Charles Rodwell, un député EPR, qui vise à allonger à 7 mois la rétention administrative de certains étrangers condamnés et jugés très dangereux. Là aussi, ça fait longtemps qu'il est dans les tuyaux, pour parler ainsi, ce texte. Il est soutenu par le gouvernement. Il va être examiné en première lecture après une censure d'une précédente mesure à peu près similaire par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est sur le contexte. Donc, un allongement. Écoutez, tiens, on va commencer par écouter Charles Rodwell, ce député, donc, qui justifie ce texte. Il était sur Europe 1 hier. Il était mon invité même. La proposition que nous faisons, elle ne concerne pas tous les étrangers sous OQTF, elle concerne les étrangers sous OQTF les plus dangereux, qu'on a besoin de retenir en centre de rétention avant que l'on puisse les expulser. On parle de 2 catégories, les terroristes et les criminels et les délinquants étrangers qui ont commis des actes graves d'atteinte à la personne. On parle de séquestration, on parle d'enlèvement, de torture, de viol. Enfin, vous voyez quand même le type de gens qu'on veut maintenir en rétention plus longtemps. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que négocier les retours dans les pays d'origine, avec la plupart des pays, ça se passe plus ou moins bien, mais quand même plutôt bien. On arrive à négocier le retour de certaines personnes. Et donc, il faut qu'on puisse maintenir les personnes les plus dangereuses en centre de rétention jusqu'à leur expulsion, afin d'éviter qu'elles ne soient relâchées. Prisca Thévenot, est-ce que ce texte est nécessaire? Plusieurs associations, parmi lesquelles France Terre d'Asile, le dénoncent. Ils dénoncent son inefficacité par rapport à l'objectif initial, c'est-à-dire l'éloignement du territoire français. Ils disent l'immense majorité des éloignements intervient dans les premières semaines de rétention. Au-delà de 2 mois, les expulsions deviennent marginales. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de rallonger comme ça? Moi, je tiens à saluer le travail exemplaire, sérieux et de longue haleine qui a été mené par mon collègue Charles Rodwell.
Charles Rodwell, c'est le député qui a eu sur sa circonscription justement le drame de Philippines. Ce texte, il n'est pas anodin, c'est pas un texte de passion, d'actualité chaude, c'est un texte qu'il a pris du temps à travailler. Il a fait énormément, pour le coup, vous voyez, de consultations qui ont servi à éclairer ce texte qui aujourd'hui arrive à l'Assemblée nationale et qui, avant même de pouvoir être étudié, s'est confronté à une motion de rejet de la gauche, que nous avons battue en brèche hier soir. Et donc, nous allons commencer l'étude des amendements tout à l'heure, après la fameuse loi simplification. Et j'espère que les uns et les autres ne vont pas se cacher derrière ces slogans sans fin qui n'ont aucune espèce d'importance face à une réalité, c'est que oui, ce texte va pouvoir régler un certain nombre de sujets sur la capacité de tenir en rétention des personnes dangereuses, extrêmement dangereuses, et qu'il faut pouvoir tenir en rétention le temps qu'on trouve une solution pour pouvoir les renvoyer dans leur pays. Si on ce texte dit pas, simplement... Oui, mais c'est quelques jours de plus. Mais finalement, la question principale, c'est quand même l'éloignement. Et vous avez raison. Si on n'y arrive pas à cet alignement, si une fois que les 210 jours sont passés, s'il n'y a toujours pas de laissez-passer consulaire, eh bien ces individus dangereux vont où? Et c'est là que Charles Rodwell le dit de façon très juste. Il l'a dit hier à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est pas une fin en soi, ce texte. Ça permet de venir répondre à une urgence, c'est-à-dire permettons d'allonger le délai pour laisser le temps de continuer à permettre d'avoir le laissez-passer consulaire pour renvoyer ces personnalités dangereuses dans leur pays. Et si ça vient, ne serait-ce que permettre d'enlever un problème sur un dossier, 3 dossiers, 4 dossiers, eh bien c'est déjà ça. Je veux dire, à un moment, la fameuse loi du grand soir, machin, elle n'arrivera pas. Donc il va falloir qu'on prenne les sujets les uns après les autres, les manquements les uns après les autres, les zones grises les unes après les autres, pour pouvoir finalement avoir une solution globale. Et c'est ce que propose le député Charles Rodwell, de façon, je le dis encore une fois, extrêmement travaillée, avec vraiment un travail qui a été fait depuis plusieurs mois, avec des consultations qui ont duré depuis plusieurs mois, et qui aujourd'hui se retrouve à l'Assemblée nationale, et j'espère avec un vote à la hauteur de l'attente que nos concitoyens sont en mesure d'attendre. Mais je comprends ce que vous dites, mais si jamais il n'y a pas parallèlement des actions qui sont menées pour obtenir des laissez-passer consulaires, ce texte, c'est une des jambes, mais la deuxième jambe, si elle ne fonctionne pas, ça va être boiteux, pour reprendre mon image. Eh ben, vous avez raison, et d'où l'enjeu. S'il n'y a pas, il faut avancer de concert. Oui, il faut avancer de concert. Oui, mais permettez-moi, c'est comme si vous disiez dans l'autre sens. On avance d'un côté, mais il manque un outil législatif. Je dis qu'il faut les deux. Et donc, il faut bien évidemment les deux. Et donc, nous, en tant que parlementaires, on prend notre responsabilité parce qu'aujourd'hui, on doit passer par la loi pour une de ces deux jambes. Et pour l'autre des deux jambes, c'est du ressort et du Quai d'Orsay et du ministère de l'Intérieur. C'est un travail qui avait été notamment commencé par Gérald Darmanin, souvenez-vous, et qui doit être poursuivi. Et je le dis encore une fois, on ne peut pas attendre... Est-ce qu'il est poursuivi par Laurent Nunez, notamment vis-à-vis de l'Algérie ? Je le souhaite et je l'espère. Parce que vous le disiez très justement. On doit avancer sur les deux jambes. Nous prenons notre part en tant que parlementaires avec le travail fait par Charles Rodwell, et je me permets de le dire, même s'il n'est pas de ma famille politique, par Michel Barnier. Oui, ce texte a été fait en concertation. Voilà. Donc je tiens à le dire quand même, c'est important. Et ensuite, le gouvernement, lui aussi, doit prendre ses responsabilités et à travailler sur les missions et les compétences qui sont les siennes. Ça vous semble être le cas pour l'instant ou pas ? Ça doit être essentiel. Et loin de moi l'idée. D'accord, c'est essentiel. Non, mais loin de moi l'idée de faire de la polémique. Moi, je suis parlementaire, je regarde du côté des compétences qui sont les miennes. Vous ne voulez pas porter un jugement sur cette action ? Je n'ai pas la réponse du gouvernement, mais je pourrais lui poser, soit en question écrite, je peux le faire, il n'y a pas de sujet. Vous nous direz la réponse dans ces cas-là, si elle est satisfaisante ou non. Autre, quand même, vous savez qu'il y a beaucoup de points dans ce texte qui sont mis en exergue. Il y a une injonction d'examen psychiatrique qui fait partie de ce texte de Charles Rodwell. Et elle est très décriée, notamment par les professionnels du secteur, qui dénoncent la confusion véhiculée entre radicalisation et troubles psychiatriques. Qu'en pensez-vous ? Attention, il n'est pas question ici, je préfère le dire parce que ce n'est pas la question que vous posez, mais je ne veux pas que ça soit potentiellement perçu comme ça. Il n'est pas question ici de dédouaner de quelques actes que ce soit, et notamment je faisais allusion tout à l'heure à des drames que nous avons pu vivre en tant que nation. Il n'est pas question de cela, mais de bien pouvoir identifier quand il y a des situations de cet ordre-là pour pouvoir tout de suite y parer et y remédier. Et sur les différentes modalités, c'est justement de ça dont on va commencer à parler tout à l'heure dans l'hémicycle, puisque le texte arrive enfin en débat. Et donc, c'est pour ça que je le disais juste avant. Hier, quand ce texte a été présenté à l'Assemblée nationale, vous savez, il y a les discours de chaque famille politique sur leur position par rapport à ce texte, qu'a fait immédiatement la gauche, plutôt que de dire sur tel sujet on voudra des approfondissements, sur tel sujet on voudra des amendements ou des corrections.
ce à quoi le Parlement sert, hein, motion de rejet. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas en débattre. Donc, on va pouvoir en débattre tout à l'heure, c'est heureux. Et ça fait j'espère partie de ces points-là. on pourra y répondre. Et vraiment, là, l'enjeu, c'est d'avoir un débat éclairé sur le fond. Encore une fois, c'est quelque chose qui est attendu, qui est nécessaire. Ça ne sera pas l'alpha et l'oméga de tous les sujets qu'on doit avoir sur les enjeux de sécurité et d'attaque de cet ordre-là. Mais si ça répond ne serait-ce qu'à 1, 2, 3, 4 cas, eh bien c'est déjà ça, parce que c'est aussi de notre responsabilité d'avancer zone grise par zone grise. Prisca Thévenot, les formations du candidat d'Horizon et du patron de Renaissance, le vôtre donc, sont à l'initiative d'un rendez-vous. Une première réunion stratégique, ce sera le 15 avril, avec les centristes aussi du MoDem et de l'UDI, pour se concerter en vue de 2027. Et je voudrais vous faire écouter une déclaration, celle de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Elle était sur RTL ce matin, je vous laisse l'écouter. Le spectacle que je vois et finalement ce club des machos qui se déclarent quasiment quotidiennement, on a un de ces messieurs qui se déclare candidat, je trouve que ce n'est pas la bonne façon de faire. Philippe, Bruno Retailleau, Gabriel Attal. J'ai entendu David Lisnard aussi se présenter. Ils sont légion et je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. Profondément, moi je ne crois pas. C'est un scoop au Père Noël. Je pense au contraire qu'il faut qu'on travaille en équipe, à plusieurs. Il ne vous aura pas échappé que les équipes aujourd'hui sont exclusivement masculines. Or, notre pays est composé de 50% de femmes. Et donc, il faut qu'il y ait des femmes qui soient autour de la table. Et il y en a de grands talents. Alors, Prisca Thévenot, c'est le club des machos. Il y a plusieurs choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et c'est pas tous sur les mêmes registres. Non, on commence. Le club des machos. Non, mais je vais répondre à ça sur le club des machos. En fait, il y a des choses qui s'appellent femme politique aussi, c'est mais aussi bien pour sûr. ça que je Et la vous preuve, interroge. regardez, j'ai été porte-parole de différentes personnalités politiques et notamment d'hommes qui m'ont laissé parler pour expliquer ce qu'ils voulaient faire. J'ai pas eu l'impression d'être sous un club de machos ou enfermée dans ma position. Donc ce vous que ne je dis, reprendriez pas cette expression à votre compte. Non, mais ok, et après, and so what? Non, mais je veux bien. Ce que je dis simplement, c'est attention, le féminisme c'est bien, mais il faut que ce soit aussi pertinent dans la démarche dans laquelle on fait. Et nous avons des organisations politiques, les différentes familles politiques, et il y en a plein dans notre pays, qui répondent aussi à une démocratie interne. Sauf erreur de ma part, Yaël Braun-Pivet a été élue présidente de l'Assemblée nationale. Son élection est légitime, tout autant que les autres leaders des familles politiques au sein de leur famille politique. Gabriel Attal a été élu. Je crois que ça a été le cas pour les autres familles politiques, que ce soit par exemple Bruno Retailleau, Édouard Philippe, etc. Donc je ne vois pas pourquoi on remettrait la légitimité des leaders politiques parce qu'il serait un homme. Donc ça, c'est la première chose. Première chose. Ensuite, sur le sujet peut-être le plus important qui nous est beaucoup posé par les Françaises et les Français au vu de l'année prochaine. Qui arrive vite. Voilà. Ils nous disent tous, la plupart, c'est entendez-vous pour l'année prochaine, parce que simplement dire que vous faites barrage au Rassemblement national ou à la France insoumise, pardon, c'est pas le début d'un programme, c'est une ligne rouge. Et sur ça, je plus sois. Et donc Gabriel Attal a proposé quelque chose de très simple, c'est la mise en place d'un comité de liaison. C'est-à-dire que les partis qui ont gouverné ensemble, et je ne parle pas d'un socle commun mis en place pour essayer d'assurer la stabilité du pays, mais ceux qui ont réellement partagé des axes programmatiques, donc le MoDem, Horizon, Renaissance et l'UDI, eh bien déjà commencent à parler. Mais c'était pas déjà le cas ? Oui, mais qu'on le mette réellement en place, bien sûr que c'est le cas. Ah oui, quand même. On parle, mais là qu'on le mette aussi dans une discussion très claire par rapport à 2027. Ah mais alors ça ne dit rien ni du choix, on va dire, d'un candidat, d'une incarnation, d'une méthode, d'une primaire, pas primaire. La méthode, c'est de continuer à mettre en place des instances de dialogue et d'échange en vue de 2027. Et oui, je dois dire que pour le coup, que ce soit un homme, une femme ou peu importe, Gabriel Attal a proposé cette démarche-là et je trouve ça heureux. Voilà, ça c'est du concret. Je pourrais m'amuser à faire de la petite phrase et du slogan « je sais faire, j'ai su faire ». Je pense qu'aujourd'hui, ça suffit. On doit arriver, on est dans une période quand même assez inquiétante. On doit proposer des choses très concrètes et en voilà une qui est mise en œuvre et qui aura le mérite de répondre à des angoisses que peuvent exprimer certains Français. Si ça aboutit à quelque chose, mais on suivra. Mais ça aboutira. Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine et ancienne porte-parole du gouvernement, était l'invitée des grands entretiens d'Europe 1 Info. Merci à vous. Dans un instant, je reçois Mathieu Vallet, eurodéputé et porte-parole du Rassemblement national sur Europe 1. 14h30, vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info.